Rebonjour à tous, voilà, je reviens vers vous maintenant pour la seconde partie de ma vidéo sur le récapitulatif de mes lectures du mois de mars. J'ai encore 4 livres à vous présenter, donc je vais commencer par Wicca de Kate Tiernan, sorti chez Hachette Jeunesse collection Black Moon. Alors ce livre c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que ça m'a fait penser à Charmed, la série télé sur les trois sorcières Halliwell. Donc moi, faut savoir que je suis une grande fan de Charmed et forcément de revoir un petit peu le monde de la Wicca ainsi exploré, eh bien j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire en fait de Morgane. Morgane qui est une jeune fille qui va petit à petit découvrir l'univers de la Wicca lorsque un nouvel étudiant arrive dans son école qui s'appelle Cal, qui lui pratique déjà la Wicca avec sa maman et qui se reconnaît étant sorcier. Et en fait, petit à petit, Morgane va se rendre compte qu'en fait, elle a le pouvoir en elle et que elle est une sorcière. Mais elle se pose vraiment des questions parce qu'elle se dit mais c'est bizarre, mes parents sont pas sorciers du tout. Au contraire, tout ce qui est sorcellerie, ils rejettent en bloc. Donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle va découvrir qu'elle a été adoptée et que sa maman était une grande sorcière et son papa aussi, et qu'ils ont été tués dans un petit village, d'ailleurs, tout près de là où elle habite. Et donc, ce premier tome, c'était vraiment un tome initiatique. C'est vraiment apprendre à découvrir Morgane, qu'elle apprenne à découvrir son pouvoir petit à petit et à savoir ce qu'elle va en faire. Il n'y a pas vraiment d'action, hein, donc il s'agit juste ici de mettre vraiment les bases du monde. Il faut quand même savoir qu'il y a 15 tomes qui sont sortis aux États-Unis. Ici, la version Black Moon reprend les 3 premiers tomes VO. Donc, en fait, en France, il y aura 5 tomes au total. 5 x 3, 15. Et donc, ces 3 premiers tomes-ci, ils se caractérisent par un manque d'action, mais on apprend vraiment bien à connaître l'évolution du personnage de Morgane et également la Wicca, puisque la mythologie Wicca, enfin la mythologie, la philosophie Wiccan est très bien expliquée. Donc moi je connaissais déjà certaines bases avec notamment le livre des ombres, toutes ces choses-là par la série Charmed, voilà, et j'en ai découvert d'autres par ce premier roman. Il y a juste un petit côté dans ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est le fait de faire des cercles avec se rassembler tous les samedis, se mettre en rond, se tenir la main, faire des cercles et compagnie. Ça m'a fait plus penser à une secte plutôt qu'à une philosophie de vie. Donc c'est ce côté-là un petit peu qui m'a dérangé dans la Wicca, mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé. Côté personnage, ici, justement, c'est peut-être un point faible du roman, c'est que le personnage principal de Morgane n'est pas du tout intéressant, enfin en tout cas pas à mon point de vue, puisque je l'ai trouvé beaucoup trop effacé par rapport aux autres personnages. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez Morgane qui est amie avec Brie. Brie qui est une jeune fille magnifique, très belle, qui prend toute la place, comment dire, qui est très exubérante, et donc elle s'efface souvent par rapport à son amie en disant oui, amen à tout ce qu'elle dit. La belle preuve, donc, c'est que Brie chasse le mec. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Elle chasse le mec tout le temps, elle change de copain, et quand Cal va arriver, tout de suite, elle va ah, je suis amoureuse de Cal, je veux sortir avec Cal. Et Morgane, qui a aussi des sentiments pour ce garçon, ben, va s'effacer au profit de sa meilleure amie. Ben, bon, moi, j'estime à un moment donné, quand on voit que sa copine, c'est juste une, une fille fleur bleue qui change d'avis comme de chemise, on lui dit écoute, moi j'ai aussi des sentiments pour lui, enfin, il y a peut-être moyen de s'entendre. Et ben là, non, elle se dit bon, bah écoute, les je te laisse et puis c'est bon. Puis après, Cal va la choisir elle, donc il y aura une relation avec Morgane. Et là, ben, c'est Cal qui prend le pouvoir sur Morgane. Là aussi, elle s'efface au profit de son copain. Donc, je n'ai jamais vu Morgane prendre le dessus à un moment ou à un autre, ce qui est un petit peu dommage. Moi, j'aime pas les héroïnes effacées, j'aime bien quand elles se battent. En ce qui concerne la relation entre les deux, bah, c'est feu de braise, hein, c'est-à-dire on se rencontre, 3 4 pages après on se dit qu'on s'aime et qu'on veut vivre l'un avec l'autre. Enfin moi ça me gave un peu. Pour ça je suis plus une ado, donc moi j'attends beaucoup plus d'un roman et d'une histoire d'amour pour qu'elle me fasse m'envoler et croire à cette histoire d'amour. Là
je suis un petit peu en manque. Donc j'avoue, j'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce roman, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé la philosophie Wiccan qui en résultait. C'est ce qui m'a vraiment vraiment plu dans ce premier roman. Mais évidemment, pour que mon intérêt continue et que je continue la saga, il va falloir que les choses bougent un petit peu plus à partir du tome 2. Et donc avant de me faire une idée sur la saga, ben, je vais attendre le tome 2. Mais c'est vraiment un bon préambule, et pour ceux qui ont aimé Charmed et qui veulent un petit peu se souvenir un petit peu de tout ce qui ressort de la série, eh bien, je vous conseille de lire Wicca de Kate Tiernan. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu une dystopie. C'est Birthmarked, tome 1, Rebelle, de Cara O.M. O'Brien, publié chez Mango. Voilà. Alors ça, c'est un bouquin, j'adore la couverture. Je trouve qu'elle est magnifique. Et en fait, l'histoire, c'est Gaïa. Gaïa qui est une jeune fille de 16 ans et qui veut marcher dans les pas de sa mère et devenir sage-femme. Elle vit dans un monde un monde futuriste, parce qu'on est dans le futur. Est-ce que c'est le futur de notre monde? Est-ce que c'est le futur d'un autre monde? Ça, je ne saurais pas vous dire. Toujours est-il que ça pourrait être le nôtre, vu qu'il est question ici de ressources naturelles épuisées. Et donc, pour faire face à ces ressources naturelles et pour permettre la survie de l'humanité, on a créé une enclave, donc une sorte de ville fortifiée, dans lesquelles ont le droit de vivre des privilégiés. Donc des gens qui sont nantis, qui sont riches et qui ont le droit de bénéficier de tout ce que l'enclave a apporté en positif. Et donc, en dehors de ça, il y a un village où se trouvent d'autres gens qui vivent en dehors de l'enclave et qui dépendent de l'enclave pour tout, donc qui leur apportent des vivres et compagnie. Et ces gens en dehors de l'enclave, ils ont en quelque sorte quelque chose à apporter à l'enclave en contrepartie, c'est-à-dire que chaque mois, les sages-femmes doivent avancer les 3 premiers nouveau-nés qu'elles mettent au monde à l'enclave. Ce qui veut dire que chaque mois, 3 bébés sont arrachés à leurs parents naturels pour qu'ils découvrent une vie avec des parents adoptifs dans l'enclave. Alors, les gens, parfois, ne sont pas d'accord, ils crient, ils rouspètent, enfin, c'est la galère, les mamans veulent rester avec leur bébé, et d'autres fois, on prend son mal en patience, on est triste, mais on ne dit rien en se disant, ben voilà, mon gamin, il va vivre dans l'enclave, ben il sera bien, puisqu'il y a tout dans l'enclave, toutes les richesses, etc., sont dans l'enclave. Donc, en quelque sorte, c'est un mal pour un bien. Donc voilà. Et donc à un moment, Gaïa va rentrer chez elle après avoir mis au monde son premier bébé et l'avoir avancé. Elle va rentrer chez elle où l'attend un sergent qui s'appelle Léon. Et Léon va lui dire que ses parents ont été emmenés pour être emprisonnés dans une des prisons de l'enclave parce qu'ils cachent quelque chose. Et ils vont demander si elle n'a pas retrouvé les registres de naissance de sa mère. Et Gaïa va lui dire, mais non, j'ai jamais eu ça, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Et en fait, quelques instants avant, la vieille Meg, donc l'amie de sa mère, lui avait remis un document. En fait, c'est un ruban brodé par son père où il y a tout un code qui est absolument illisible. Elle se dit, ben, c'est sûrement ça ce qu'il cherche, je ne dis rien. Voilà. Et notre Gaïa, quelques jours après, elle va se dire, moi, c'est bon, je vais aller délivrer mes parents. Donc elle va rentrer dans l'enclave de manière illégale, et elle va s'apercevoir que le monde de l'enclave, il n'est pas aussi beau que ce qu'on essaye de dire, puisque devant elle, sur la place publique, on va abattre des gens, donc un homme, une femme et une femme enceinte, qui arrive à terme en plus, hein. Donc le bébé allait naître dans les jours à venir, et elle trouve ça mais odieux. Elle se dit, mais quel crime ces gens ont fait pour mériter de mourir comme ça. Et en fait, il s'agit de gens dont on a remarqué qu'il y avait un lien de consanguinité entre eux. Savoir que quand ils sont avancés dans l'enclave, les enfants, on ne sait pas qui sont leurs parents biologiques. Donc, on peut très bien avancer une petite fille, 4 ans après avancer un garçon qui soit élevé dans des familles différentes, et ils ne savent pas qu'en fait, ils sont frères et sœurs. Donc, ça pose des problèmes de consanguinité et forcément des problèmes au niveau des naissances dans l'enclave, vu que les enfants ne sont pas normaux et qu'il y a des problèmes au niveau de leur sang. Je crois que les enfants sont hémophiles. Voilà, je pense que c'est ça le véritable problème. Et donc, elle va assister à ce meurtre et elle va, malgré elle, sauver l'enfant. Une fois que la mère sera morte, elle va suivre les cadavres et elle va aller, elle va accoucher le bébé donc en faisant une césarienne à la mère. Elle va se faire prendre, évidemment. Enfin, il y a toute une histoire qui va découler de cela. Elle va vraiment découvrir que le monde dans lequel
elle pensait croire, elle pensait respecter des règles, etc. pour vraiment le bien-être de l'humanité. Elle s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout ça. Que l'enclave cache vraiment bien son jeu et qu'il y a vraiment des choses horribles qui s'y passent. Et donc, elle va essayer de combattre le système avec l'aide de Léon, le sergent qui l'attendait chez elle et qu'elle va revoir dans l'enclave. Donc moi, c'est une histoire que j'ai vraiment bien aimée. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu longuet. Les choses ont mis du temps à se mettre en place, surtout quand Gaïa se fait arrêter. C'est un petit peu long, mais alors après, une fois qu'elle comprend la portée des choses et surtout qu'elle s'affirme, parce qu'au début, on a une héroïne un petit peu comme dans Delirium, où Lena était un petit peu soumise aux règles, où elle acceptait les règles et où elle les respectait, elle les attendait même. Et bien là, à un moment, elle va se révolter en se disant mais non, c'est pas comme ça que doit tourner le monde, c'est pas juste, c'est pas bien. Et donc, elle va se révolter. Donc, il y a vraiment une évolution du personnage de Gaïa que j'ai vraiment bien aimé dans ce bouquin. Alors, c'est un premier tome. J'attends le tome 2 avec énormément d'impatience et vraiment je vous le recommande parce que moi ça m'a vraiment fait réfléchir sur plein de choses, notamment sur les problèmes liés, on ne voit pas le problème au début quand on prend le livre avec les enfants qui sont avancés, on se dit ouais mais c'est dégueulasse de prendre les enfants comme ça à leurs parents biologiques, mais on ne voit pas les problèmes de consanguinité qui apparaissent au départ et c'est après quand ils sont expliqués qu'on se dit mais oui c'est vrai c'est un problème et qu'on voit les mesures drastiques que l'enclave est prêt à prendre pour essayer de les éviter, c'est encore pire. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, il n'y a pas grand chose que j'ai à dire. Et là, il n'y a pas grand chose que j'ai à dire en négatif sur ce premier roman, à part que j'attends la suite avec impatience. Voilà, donc c'est Birthmarked, tome 1, Rebelle de Cara O'Brien, publié chez Mango, que je vous recommande. Alors maintenant, je vais vous parler du premier de mes deux coups de cœur, qui est en fait une nouvelle saga, écrite par la maman de Tarla Duncan, Sophie Audouin-Mamikonian. Donc c'est Indiana Taylor, tome 1, Lune de printemps, publié chez Michel Lafon. Alors, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, tout simplement parce que ça bouge, il se passe plein de choses, et qu'en plus, il y a une évolution au niveau des personnages comme j'aime les voir, on voit le personnage vraiment grandir et s'affirmer devant nous, surtout qu'ici, Sophie a pris le pari de parler à la première personne, ce qu'elle ne faisait pas dans Tara Duncan, donc c'est Indiana, notre narrateur, un jeune garçon en plus, donc c'est encore un défi pour elle de se mettre dans la peau d'un jeune homme. Et donc l'histoire d'Indiana Taylor, eh bien en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est né d'un papa loup-garou et d'une maman humaine, avec un pouvoir assez particulier vu que sa maman est une rebrousse-temps. Ce qui fait qu'elle a le droit de remonter le temps jusqu'au moment de sa naissance, elle ne peut pas retourner avant. Et donc ce pouvoir de rebrousse-temps est un pouvoir qui est très recherché, puisque en fait quand on part dans le temps, donc on s'évanouit du présent, mais on ne réapparaît pas dans le passé quelque part. C'est-à-dire qu'on suit le passé de loin. C'est-à-dire que vous, en tant que rebroustant, vous voyez ce qui se passe, mais les autres ne vous voient pas. Résultat, c'est vraiment une arme redoutable, c'est l'espion parfait pour toutes les personnes qui veulent savoir un petit peu les plans à l'avance de leurs ennemis. On suffit d'envoyer le rebroustant voir ce qui se passe et hop, on connaît les plans de l'ennemi à l'avance. Et donc Indiana Taylor, quand il naît, tout le monde pense qu'il va avoir les capacités garou, mais il ne les a pas. Il naît humain. Donc il va être accepté dans la meute, malgré que ce soit un humain, tout simplement parce qu'il est le petit-fils du chef de meute. Et il va être, malgré que ce soit le petit-fils du chef de meute, il va être mal vu par les autres loups, puisque c'est pas un loup, qui vont le malmener tout le temps. Donc ils vont essayer de... Ils le frappent et toutes des choses comme ça. Et donc Indiana va en avoir marre. Il va rencontrer un jour, alors qu'il était assez énervé dans la forêt, un semi. Donc un semi, c'est en fait un humain qui a été mordu par un loup, mais il ne devient pas un vrai loup, il devient un semi. Et ce semi, dont j'ai complètement oublié le nom, va lui enseigner les bases du combat, lui permettre un petit peu de devenir plus fort et de pouvoir se battre lui-même et de se défendre. Et à l'âge de 18 ans, notre petit Indiana va demander à son grand-père de pouvoir partir à l'université parce qu'il aimerait bien s'être confronté au monde des humains. Et là, il va rencontrer Katharina O'Hara, qui est une jeune fille qui a un passé avec des loups, même si elle ne le sait pas, et Tyler Brankel, qui est en fait le fils du pire ennemi de son grand-père. Et donc dans ce monde, il va se sentir beaucoup plus à l'aise, même si il va pas se sentir totalement à l'aise, tout simplement parce qu'il y a des réflexes de loup qui restent. Donc genre, il rentre quelque part, il commence à renifler les gens, toutes des choses comme ça. Et donc Indiana va quand même va s'affirmer petit à petit, il va tomber amoureux de Katharina.
Tyler aussi, malheureusement. Katharina va se rapprocher des deux garçons, mais elle veut vraiment réussir ses études, puisqu'elle n'a pas beaucoup d'argent et elle travaille pour réussir, et il n'est pas question qu'elle se laisse distraire par un petit copain. Mais elle est proche des deux garçons. Et donc, à un moment, il va devoir retourner, l'histoire avance, et à un moment donné, le grand-père il va y avoir un accident. Ça y est, je me remets un peu les idées dans la tête. Il va y avoir un accident. Quelqu'un va essayer d'attenter à la vie de Indiana sur le campus, et Tyler va lui sauver la vie. Et Tyler, et enfin surtout Indiana, va essayer de savoir qui a voulu le tuer, a voulu se débarrasser de lui. Et petit à petit, on va remonter au père de Tyler, qui en fait cherche une bonne raison pour défier son grand-père et prendre ainsi le pouvoir de la meute. Et donc au moment où toute la meute du père de Tyler va arriver, eh bien, avec Indiana, ils vont essayer de mettre une stratégie en marche. Donc ça veut dire que la personne qui n'osait pas donner son avis et qui était assez en retrait dans les loups, petit à petit, on va voir qu'il va prendre de plus en plus d'importance au niveau de la meute, jusqu'à aller devenir le conseiller de son grand-père pour lui dire, voilà, il faut que tu fasses ça, 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 pour essayer de contrer cette menace terrible qui est sur eux. Et donc, on va également voir ça avec Chuck. Chuck, qui est un loup-garou qui faisait partie des jeunes qui embêtaient notre Indiana quand il était petit. Et ben Chuck va se rapprocher de plus en plus d'Indiana. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Il y a également la relation avec sa maman qui est assez spéciale, vu que sa maman, ben, à force, on l'a enfermée, parce que comme son pouvoir est très convoité, les loups se disent, nous, on préfère qu'elle reste avec nous, même si ses grands-parents ne s'entendent pas avec, parce qu'elle est à l'origine du meurtre de son père, mais tout ça n'est pas bien expliqué dans le roman, donc c'est très difficile pour moi de vous en parler. Et donc, il va essayer de se rapprocher de sa mère, essayer de découvrir un petit peu, mais sa mère qui est totalement perdue dans ce qu'elle voit dans le passé, dans le futur, puisqu'elle peut même aller dans le futur, donc elle ne sait plus très bien quoi. Enfin donc il y a plein de choses qui se passent. Le premier tome se finit sur un cliffhanger, donc il se passe, je ne peux pas vous le dire, je ne vais pas vous dire, voilà, il se passe ça, sinon je vais vous spoiler sur la fin du roman, mais donc voilà, il se passe un gros truc, et j'ai hâte maintenant que le tome 2 sorte pour pouvoir lire la suite. Donc moi j'ai bien aimé, c'est l'histoire, vraiment originale, vraiment impeccable, il n'y a rien à redire, c'est le cheminement de l'histoire est fluide, très très logique, et surtout l'évolution du personnage d'Indiana qui est vraiment, mais vraiment bien faite. On voit vraiment un personnage qui grandit en pas beaucoup de temps. La relation avec Katrina est vraiment bien expliquée. Enfin, moi personnellement qui reprochais dans Wicca une relation qui allait beaucoup trop vite, ici on prend son temps, on y va tout doucement, on voit les sentiments qui grandissent chez l'un et chez l'autre. C'est vraiment une belle réussite, et je vous le recommande chaudement. Voilà, donc c'est Indiana Taylor, tome 1, Lune de printemps, de Sophie Audouin-Mamikonian, publié chez Michel Lafon. Voilà. Alors, le dernier livre dont je vais vous parler pour ce mois-ci, j'ai pas le livre, j'ai que les épreuves, donc je vais vous montrer la première page. C'est quand même à lire. Vous voyez, j'ai reçu tout un tas de feuilles comme ça, donc c'est pas évident. Donc, et voilà, et c'est Demon Inside, tome 1, Mors-moi si tu peux, de Parker Blue, publié chez BAM, et qui est sorti le 6 avril 2011, donc la semaine qui vient de passer. Donc, ce roman, c'est une bonne découverte pour moi. Donc, je vais remettre le papier là. Donc, vraiment une bonne découverte pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui est humaine, mais qui a également la particularité d'être à moitié démon, qui s'appelle Val Shapiro. Donc sa maman est humaine, son père était un incube, un démon comme elle. Elle est une succube, elle a une succube en elle, c'est-à-dire qu'elle appelle sa succube, elle lui a donné un nom, elle l'appelle Lola. Et donc Lola, quand elle devient adolescente, elle se manifeste, puisque forcément les hormones des jeunes filles entrent en ébullition, comme celles des jeunes garçons d'ailleurs. Et donc elle essaye, chaque fois qu'il y a des garçons aux alentours, la succube prend le pouvoir et essaye de les attirer. Ils font tout ce que Val veut, ils sont à ses pieds, et si elle veut, elle a qu'à claquer des doigts pour aspirer leur énergie de vie, et hop, c'est fini, on n'en parle plus. Donc elle essaye vraiment de faire attention et de ne pas laisser sa succube se déchaîner, parce qu'elle ne veut pas être responsable de la mort de quelqu'un. Elle a déjà du mal à accepter son statut, elle se sent anormale, elle a été toute sa jeunesse privée de contact avec les autres enfants à cause de ça. Sa mère ne l'accepte pas vraiment non plus, donc dans la famille c'est pas l'idéal. Et donc ce qu'elle fait pour essayer
de sortir l'énergie de sa succube, c'est qu'elle se bat contre les vampires. Voilà, elle a trouvé un exutoire là-dedans, donc elle part en chasse tous les soirs, et en tuant les vampires, et bien, ça permet à sa succube de se calmer, et quand elle rentre chez elle, et ben voilà, tout va bien. Sauf que le jour de ses 18 ans, ou la veille, sa sœur va se cacher dans sa voiture, sa petite sœur va se cacher dans la voiture parce qu'elle veut aller chasser avec sa grande sœur. Mais sa petite sœur est humaine. Enfin, c'est sa demi-sœur vu qu'elles n'ont pas le même père. Et donc, elles vont se faire en plus prendre par la police, par un policier, qui va devenir d'ailleurs un ami de la petite Val, le policier qui s'appelle Dan. Voilà, j'ai coupé la vidéo pour me rappeler le nom du policier. Et donc, elle va rentrer chez elle, les parents vont être morts d'inquiétude et ils vont dire à Val, écoute, c'est plus possible, on ne peut pas continuer à s'inquiéter pour ta sœur comme ça, on la met en danger, donc on veut que tu quittes la maison. C'est toujours très sympa de foutre sa fille aînée dehors, tout simplement pour protéger la cadette qui, elle, a toujours son père. Donc elle va se sentir vraiment rejetée de sa famille, surtout qu'on lui dit de quitter la maison. Elle travaillait dans la librairie de son beau-père, on lui dit tu dois aussi quitter ton travail parce qu'il n'est pas question que tu aies encore des liens avec ta sœur. Donc on la met vraiment à l'écart, on lui dit voilà, du jour au lendemain tu te barres, on lui dit même pas on va te laisser du temps pour essayer que tu trouves un appart, que tu aies un petit peu d'argent de côté, on lui dit on va te payer le dernier salaire qu'on te doit, tu t'en vas et puis voilà. Donc elle s'en va et sur sa route elle va faire la connaissance de Crow qui est un chien démon qui a la faculté de parler dans sa tête. Donc elle l'entend parler, elle lui répond, etc. Donc ils vont devenir très proches et il va la considérer un petit peu comme sa maîtresse. Et donc il va devenir son nouveau meilleur ami. Et sur sa route, elle va retrouver Dan, le policier qui va en fait lui expliquer qu'il est au courant que les vampires existent et qui travaille dans un service particulier de la police qui s'occupe des crimes obscurs et va lui dire bah, écoute, si tu veux, tu peux nous rejoindre. Donc elle va aller là-bas, on va voir qu'elle a les capacités pour et elle va devenir la coéquipière de Dan. Donc elle va tout de suite trouver du boulot. Elle va également trouver un logement puisque Dan va lui dire que sa sœur recherche une colocatrice. Donc c'est parfait pour Val, tout commence à se mettre en place, elle attrape un boulot, elle est douée pour ce boulot, évidemment elle doit faire face aux questions de Dan qui dit mais comment ça se fait que tu es aussi forte, puisqu'il lui dit attends, tu as plus de force que moi, tu as vu comment tu arrives à tuer les vampires et tout, donc il va commencer à se poser des questions, mais elle va pas oser lui donner sa véritable nature, parce que Dan, il faut savoir que pour lui un démon c'est un démon. Il n'y a pas de demi-mesure, un démon ne peut pas être gentil, un démon est forcément méchant. Donc, si elle a peur que si elle lui dit, ça risque de mettre leur relation un petit peu en froid, surtout qu'elle sent qu'elle est attirée par lui. Et avec Lola, évidemment, c'est pas une bonne chose. Donc, il y a une histoire d'amour qui va aussi commencer entre eux deux. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et ce qui m'a vraiment le plus touchée, bon, c'est pas trop le fait qu'il y ait des vampires, parce qu'il y a aussi des vampires dans ce roman, vu que c'est eux, on les chasse en fait. Hein. Il y a des vampires qui sont des vampires méchants, et il y a une espèce de groupe qui se dit vampires gentils, vampires pacifistes qui veulent vivre en harmonie avec les humains en leur disant mais nous on promet qu'on ne viendra plus vous mordre et vous tuer si vous, ben, en échange, vous venez faire des dons de votre sang dans une banque de sang. En fait, voilà, c'est un petit peu le marché qui propose. Et elle trouve un petit peu cette association assez bizarre, surtout que sa sœur va rentrer dans cette association. Elle va se dire, mais enfin, il faut que je la sorte de là. Donc, sa sœur va encore se mettre en danger. En plus de ça, sa sœur va aller dire partout que c'est Buffy, la tueuse des vampires, et elle supporte pas qu'on la fume du terme tueuse des vampires, surtout que, bah, forcément, ça va pas plaire non plus aux vampires qui vont se dire, ah, c'est toi la tueuse, bah, attends, on va te faire on va te faire passer un sale quart d'heure. Donc, sa sœur la met vraiment dans une situation pas possible. Donc il y a vraiment beaucoup d'humour dans cette saga, mais bon, je vais en revenir à ma première idée. Moi, au-delà de l'histoire, qui peut paraître un petit peu pas originale, ce qui m'a vraiment plu, c'est Val Shapiro, c'est le personnage principal qui m'a vraiment beaucoup ému, qui est vraiment un personnage courageux, parce que moi, sincèrement, je ne sais pas. Si ma mère m'avait balancé à la figure tout ce qu'elle lui lâche dans le bouquin, je ne sais pas si je me serais relevée de ça. Parce que c'est quand même dur d'entendre sa mère nous dire des choses comme ça. Et on voit bien, on se demande si sa mère l'aime. Elle lui dit, mais oui, mais tu es ma fille, mais je t'aime. Mais on voit bien qu'elle considère Val comme un monstre. Et ça, d'une part d'une mère, c'est quelque chose d'inadmissible. Elle devrait quand même essayer de comprendre, essayer d'aider sa fille à vivre avec sa différence. Mais là, non, il y a un total rejet. Donc moi, c'est le personnage de Val qui m'a vraiment énormément plu. Le personnage de Dan également, même si je l'ai trouvé assez campé sur ses positions, petit à petit, quand il va connaître Val et il va découvrir donc sa véritable nature, ben, il va faire avec et il va la comprendre. Donc elle va vraiment trouver quelqu'un qui la comprend et qui
qui essaye un petit peu de l'aider à vivre dans ce monde où elle ne se sent pas entièrement humaine. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé ce premier tome. Je lui ai pas trouvé de défaut. J'attends le tome 2 avec impatience qui sort au mois de juin. J'ai vu également que le tome 3 est sorti au mois de mars aux États-Unis, donc à mon avis, soit je me rachète la saga en anglais, soit j'attends le tome 2 en français, je sais pas, je verrai bien, faut voir aussi parce que bon, j'ai beaucoup de choses à lire pour le moment. Mais en attendant, ça c'est vraiment la belle découverte. Et c'est vraiment un bouquin que je n'attendais pas, puisque je l'ai reçu en épreuve non corrigée pour lire pour le mag. Et bon, il faut savoir que quand je reçois un tas de feuilles comme ça me donne pas toujours très envie parce que comme je lis dans mon lit, c'est pas toujours évident avec les pages, etc. de tourner, c'est pas comme si j'avais un bouquin. Donc, excusez-moi, à chaque fois ça me freine un petit peu. Et bien là, je l'ai pris, j'avais pas lu du tout de quoi il s'agissait, j'avais pas lu de synopsis, de résumé, il y a pas beaucoup de chroniques au moment où je l'ai lu dans la blogosphère, donc je suis partie mais sans a priori. Et j'ai vraiment adoré. Au début, je me suis dit, bon, allez, on va lire ça, il faut bien, c'est pour le mag. Et après, je me suis dit, mais mon Dieu, il me faut le tome 2, quoi. C'était, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment mon coup de cœur du mois de mars et je vous le recommande. Ça s'appelle Demon Inside, Mords-moi si tu peux, Parker Blue. Et c'est publié chez BAM et c'est sorti le 6 avril. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon petit tour de mes lectures du mois de mars et je vous donne rendez-vous début du mois de mai pour faire le tour de mes lectures du mois d'avril. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.